Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche et aujourd'hui je suis aux côtés de Édouard Petit. Bonjour Édouard, Bonjour Mathieu, ravi d'être avec toi et avec ta communauté. plaisir partagé. Alors je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. En gros, en ce moment avec les marchés, ce qui se passe actuellement, les solutions d'investissement et de placement, j'ai trouvé judicieux de t'inviter pour parler d'ETF notamment, puisque on va revenir dessus, tu te présenteras et t'expliqueras pourquoi les ETF, plus particulièrement avec toi, et des risques que les ETF peuvent potentiellement supposer, étant donné qu'on peut avoir des risques sur les marchés, etc. Donc, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bah écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Édouard Petit. J'ai le blog épargnant3.0.fr. Et dessus, il y a une chaîne YouTube et pas mal de choses différentes. Et en fait, j'ai commencé ce blog en 2015, au moment où j'ai écrit mon premier livre sur les ETF, qui s'appelle Épargnant 3.0. Puis j'ai écrit un deuxième livre en 2017 plus approfondi sur les ETF. Et donc voilà, je suis, je pense, un des spécialistes en France des ETF. Et je pense que je suis le premier à en avoir parlé au grand public, effectivement, en 2015, à une époque où c'était bien moins connu. Après, en dehors de ça, moi, je suis un investisseur individuel, mais j'ai développé par passion voilà, une compétence spécifique sur les ETF et puis plus largement sur l'investissement passif, tellement passionné, effectivement, que mes livres sont, je pense, reconnus par les particuliers et par les professionnels. Et je suis même devenu prof de finance dans une école de commerce très, très réputée en même temps. Donc voilà, un côté académique aussi et pratique en tant qu'investisseur individuel. Voilà, je peux vous montrer le premier livre, la troisième version, et puis le deuxième livre qui s'appelle Créer et piloter un portefeuille d'ETF. Voilà. Effectivement, le deuxième livre, moi je l'ai en format PDF, donc là je ne peux pas le montrer. Effectivement, très intéressant. Je laisserai le lien en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors pourquoi les ETF et c'est quoi un ETF concrètement? Alors, il y a la définition simple, et puis pour ta communauté, peut-être qu'on peut aller un cran plus loin par rapport à ce qu'on entend de manière générale. La définition approximative, ce sont des fonds passifs qui suivent des indices et qui sont cotés en bourse et qui ne sont pas très chers. Voilà. Et souvent, on parle plutôt des ETF actions que des ETF obligataires, même s'il y a des ETF obligataires. Donc ça, c'est la définition simple, et ça marche, on pourra en reparler, notamment parce que les frais, ils sont entre 0,1 à 0,4% par an, plutôt que 2% pour un fonds classique, historique, actif. Donc voilà, ils ont des frais moins élevés, de manière générale. Voilà, donc ça, c'est quand on utilise le mot ETF dans les médias, de manière générale, c'est ce que ça veut dire. Si on veut être plus précis, c'est l'occasion, puisque je suis là, d'être précis. L'ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, c'est un fonds coté en bourse. Donc, c'est dans l'environnement européen français, une SICAV, un FCPE, une OPCVM, coté en bourse. OPCVM, organisme de placement en valeur collective. Mobilière, ouais. Donc, coté en bourse. C'est juste que ça fait ça. C'est juste que c'est une façon de distribuer un fonds. Un fonds, c'est un pool d'actifs qui est distribué à des particuliers ou à des professionnels, qui permet de diversifier en particulier. Et c'est juste que c'est pas distribué par des conseillers en gestion de patrimoine, des banques, des assureurs. C'est distribué au travers de la bourse. Il suffit d'avoir accès à la bourse dans un PEA, dans compte titre, et on y a accès. Et en échange de ça, il n'y a pas de frais de distribution. Mais il y a moins de gens pour les promouvoir et dire c'est bien pour toi, puisque personne n'est vraiment payé pour les promouvoir. Donc c'est ça la différence qui est très forte. Mais sinon, ce sont des fonds comme n'importe quel fonds. Ça a ni plus ni moins de risques. Voilà. C'est vrai que la plupart de ces fonds ont des frais faibles et suivent des indices plutôt que, c'est-à-dire cherchent à reproduire le marché, par exemple le CAC 40, le S&P 500, un indice monde, à reproduire ce marché plutôt que chercher à faire mieux le marché, que le marché, pardon.
Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils choisissent Stellantis ou Renault. Ils prennent les deux à hauteur du marché. Donc, c'est ça. Mais en théorie, on pourrait très bien avoir des ETF chers, compliqués et qui cherchent à battre le marché. C'est tout à fait possible. L'enveloppe, même s'il y a quelques contraintes, ne l'interdit pas. D'ailleurs, aux États-Unis, aujourd'hui, le marché des ETF, c'est à peu près 5% en ETF dits actifs. Alors, bon, pour la petite histoire, c'est pas si simple à mettre en œuvre les ETF actifs parce que les ETF doivent dévoiler tous les jours les positions. Si vous êtes un fonds actif, vous n'aimez pas trop dire ce que vous faites au jour le jour. Vous faites ça tous les mois, dans vos rapports, sans trop le dire. Voilà, ça dépend. Donc, il y a une petite complexité pour faire des fonds actifs aussi en Europe, mais des ETF actifs, mais ça existe aussi. On peut très bien faire des ETF qui ont des frais de 2% par an. Ça ne pose pas de problème. C'est pas trop l'usage, mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les ETF sont principalement actions sur des indices. Aussi, je continue, en théorie, on peut faire des indices compliqués. J'en connais, des indices compliqués. Il n'y a pas de problème pour faire des indices compliqués. Voilà. Et d'ailleurs, le monde des ETF, il est parti effectivement d'indices simples. Aujourd'hui, on voit des ETF de niche compliqués. Moi, je pourrais donner des exemples où vous dites, tiens, en lisant le truc, tiens, ça joue l'inflation, mais d'une certaine façon, etc. On peut trouver des choses compliquées en théorie. Mais la base, c'est de suivre des indices. Voilà, on est d'accord parce que souvent, on oppose comme si ETF, c'était un instrument différent des OPCVM classiques, etc. Voilà, la seule différence, c'est que c'est coté en bourse. Exactement. Dans l'absolu, tu le disais très bien, Cathy Wood, par exemple, ARK Invest, qui a un ETF actif, alors elle publie tous les jours les positions. Là, typiquement, on a un ETF qui est un fonds, un OPCVM, qui est coté en bourse, mais qui est actif. Exactement. Mais ça reste quand même une part minoritaire. Et à la base, c'est vrai qu'on parle d'ETF de manière passive. Alors, concrètement, c'est quoi passif, c'est quoi actif parce qu'il y a une opposition aujourd'hui, souvent chez les CGP aussi, je suis bien placé pour le savoir, puisque sont mis souvent en avant effectivement les placements dits actifs et pas tant que ça les ETF. Mais c'est quoi concrètement la différence par rapport à un gestionnaire actif et un ETF passif entre guillemets, quoi? Alors, je vais faire un peu en deux temps comme tout à l'heure. Je vais donner la définition usuelle et puis rentrer peut-être dans la subtilité. Donc, la définition usuelle, c'est de suivre le marché et de faire comme le marché. Comme je disais tout à l'heure, si Apple, c'est X% du S&P 500 et qu'on suit un indice S&P 500, l'ETF va avoir le même pourcentage d'Apple, de Tesla, etc. Voilà. Donc ça, c'est la gestion qu'on pourrait appeler passive, indicielle, suivi de marché, etc. Bon, ça veut dire ça, le passif. Après, passif, la gestion passive n'a pas de définition, à ma connaissance, académique. C'est une définition de praticien médiatique. D'un point de vue académique, soit on suit le marché, soit on ne suit pas le marché. Voilà. Même s'il peut y avoir plusieurs formes de marché, etc., mais pour simplifier, disons ça. Je vais vous donner un exemple. Toi, à ta communauté. Tu prends Warren Buffett. J'aime bien prendre cet exemple parce que pour moi, c'est à la fois le père de l'investissement actif et le père de l'investissement passif, les deux à la fois. Quand on dit moi, je cherche à acheter une action pour toujours, c'est être passif. Ah ben, clairement. Ouais. Donc, Warren Buffett, c'est quand même l'investisseur, c'est le plus grand investisseur passif de tous les temps. Totalement. Et pourtant, chercher de la valeur intrinsèque dans une action, même si c'est pour tout le temps, est-ce que c'est pas être extrêmement actif aussi? Voilà. Donc, les frontières et le mot, la définition, voilà, elle n'est pas... Si on rentre dans le détail, elle n'est pas si évidente que ça. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des indices qui peuvent être un peu compliqués et ça peut ressembler à... Et la frontière n'est pas aussi nette entre la gestion active et la gestion passive. Mais si tu prends, tu vois, un indice large, moi, les ETF que je préfère, c'est des indices larges avec des frais,
en général, ça engendre des frais faibles et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, et une liquidité élevée en plus. C'est que le taux de rotation, il est très faible. Si tu prends l'indice MSCI World, j'ai regardé tout à l'heure, il est de 2,5%. C'est-à-dire qu'une action, elle reste 50 ans en moyenne dans le panier. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer le taux de rotation concrètement, rapidement Voilà, s'il y a 100 actions, eh ben, si on prend un... C'est-à-dire qu'il y a quand même même si ça suit le marché, il y a des petites actions qui deviennent grandes et il y a des grandes actions qui sortent de l'indice. Donc oui, ça bouge un petit peu. On ne garde pas quand même les actions tout le temps, pour toute la vie, pour 10 000 ans. Mais ça reste quand même très longtemps. On change 2% du portefeuille chaque année, c'est-à-dire que voilà, en moyenne, une action reste 40 ou 50 ans, donc c'est quand même pour le long terme. Mais il y a des indices. Tu prends un indice, par exemple, Momentum, je ne sais pas si tu en as déjà parlé sur ta chaîne, eh ben, c'est des indices où le taux de rotation est beaucoup plus élevé. Les indices value, par exemple, ils ont un taux de rotation pas très élevé. Ça dépend des indices. Il y a des milliers et des milliers d'indices. Voilà, donc il faut regarder dans le détail. Mais si on regarde les grands indices, en général, le taux de rotation est faible. Voilà. Et ça, c'est l'investissement passif. C'est quand même un environnement qui est vaste, ça veut tout et rien dire selon la terminologie qu'on utilise, on peut se comprendre, ne pas se comprendre en fonction des connaissances de chacun. Donc, tu disais, on suit l'indice, on est d'accord. La peur d'un grand nombre de personnes, alors est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est involontaire par manque de connaissances ou autre? Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est BlackRock. Il y avait eu un reportage sur Arte qui avait bien défoncé, alors que je trouvais que personnellement les arguments étaient quand même moyen. Et tu avais fait d'ailleurs un article sur le sujet, je me souviens. Si tout le monde se met à investir dans les ETF, qui répliquent le marché, au final, est-ce que l'emprise sur le marché ne risque pas d'être trop élevée, de générer des bulles? D'ailleurs, Michael Burry, qui avait prédit la crise de 2008, le disait dans un tweet, risque de bulles, etc. Qu'est-ce que tu réponds concrètement à cette crainte? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Bon, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'emprise, alors je ne vais pas dire des ETF, mais de la gestion passive, au travers des fonds passifs, parce qu'il y a des fonds passifs non cotés aussi, en bourse, surtout aux États-Unis, il n'est pas si élevé que ça. En Europe, il y a surtout des ETF. En 2017, malheureusement, l'AMF avait fait une étude et avait montré que le CAC 40, le taux d'emprise des ETF sur le CAC 40, il était inférieur à 1%. Donc aujourd'hui, c'est quand même pas énorme. Aux États-Unis, en fait, si on regarde la capitalisation boursière aux États-Unis, en fait, la gestion, les OPCM, pour faire court, détiennent grosso modo 30% du marché, un peu plus de la moitié pour les fonds passifs, cotés et non cotés, et un peu plus de la moitié pour les fonds actifs. C'est-à-dire qu'il n'y a que 15% du marché qui est détenu par les ETF passifs et les fonds passifs. C'est pas tant que ça pour avoir un impact hyper négatif sur le marché. Il y a quand même 70% qui est complètement autre. Et par ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Être passif, quand même. C'est que être passif, c'est dire ne rien faire. Okay, à l'opposé, être actif, c'est dire faire quelque chose. Le prix d'une action en bourse, c'est le résultat de quelque chose d'actif. C'est les gens actifs qui font. Il faut qu'il y ait un échange. Si tu ne fais pas d'échange, le prix en bourse ne change pas. Donc, de fait, les bulles, les choses bizarres du marché ne peuvent être dues qu'aux investisseurs actifs, puisque c'est eux qui font le marché. Et à l'opposé, et ça, c'est vrai que pour le coup, on peut le reprocher aux fonds passifs, ils sont des surfeurs. Le fonds passif, c'est un surfeur sur le travail des fonds actifs. Et les gestionnaires actifs, ils font hyper bien leur boulot, ils sont hyper bien formés, ils cherchent à super bien faire. Bon, c'est juste comme je disais tout à l'heure, comme ils ont des frais très élevés par rapport à la gestion passive, c'est difficile de rattraper le truc. Mais de fait, les gens qui font le marché, c'est les gestionnaires actifs. Voilà. Donc, s'il y a une bulle, s'il y a un risque, elle vient de la gestion active. Et historiquement, la gestion a été d'ailleurs plutôt passive. Moi, je le montre, j'ai quelques études là-dessus. Et historiquement, il n'y avait pas beaucoup de gestion active.
Les gens étaient surtout Mmh. passifs sur le long terme. L'anomalie, c'est pas la gestion passive. Hein. L'anomalie, c'est la gestion active. Voilà. Donc voilà ce que je réponds. Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec ça, mais moi, en tout cas, ça me parle par rapport à ça. De toute façon, il suffit de lire les études, même il y a des livres sur la finance comportementale, les excès du comportement humain sur les marchés qui génèrent des bulles. Il y a le système 1, système 2, les deux systèmes de la pensée de Daniel Kahneman qui est super intéressant sur ce sujet. Il y a Wondom Walk on Wall Street de Malkiel aussi qui est super intéressant. Donc, dire que ça serait la gestion passive qui impacte les marchés. Voilà. Après, si on a vraiment. Après aussi, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est à la fois les gestionnaires actifs qui font les prix, ce qui est une très bonne chose, et ça a une valeur sociétale hyper forte d'allocation du capital. C'est eux qui créent les bulles, mais c'est eux qui créent le marché, donc il faut les remercier Exactement. pour ça. Après, le débat de savoir est-ce qu'il en suffit de 2 plutôt que des milliers comme aujourd'hui pour faire les prix, bon voilà. En tout cas, on en est encore très loin, comme je disais tout à l'heure, et aussi, comme tu le soulignais, je souscris tout à fait à ça. Il y aura toujours quelqu'un pour vouloir surperformer le marché et qui sera prêt à prendre le risque de ne pas être dans la moyenne, je dirais, et de suivre le marché pour des raisons comportementales. Donc, on s'intègre de dire qu'aujourd'hui, on est très loin et il y aura toujours des gens pour vouloir être actifs et faire simple. C'est très difficile de faire simple et de faire passif, en fait. Voilà. C'est vrai, on est toujours tenté par agir. Ouais, exactement. Et là, d'autant plus, les marchés qui chutent, la plupart des personnes se mettent à vendre et on le voit quand on regarde les flux comparés à la performance des indices. On se rend compte qu'en fait, tu as une corrélation qui est énorme entre ça chute, je vends, ça monte, j'achète. En fait, on achète au plus haut et on vend au plus bas. Dans la gestion active, parce qu'un gestionnaire passif, a priori, ils se contentent d'acheter, ils s'en foutent de ce qui se passe. D'ailleurs, qu'est-ce que tu leur dirais aux personnes qui se posent la question que faire actuellement avec la remontée des taux, les marchés qui chutent, etc. etc. En fait, moi, je suis très... c'est mon côté, effectivement, je suis parti un petit peu de l'académique. Hein. L'académique dit que c'est très difficile de battre le marché autrement que par chance. Ça veut dire que faire du stock picking, choisir des actions, c'est très difficile. Et choisir le meilleur moment, c'est très difficile parce que la plupart de l'information est intégrée pratiquement en temps réel sur le cours. Il y a différentes façons de définir les marchés efficients, etc. On ne va pas rentrer dans ce détail, mais disons que c'est rentré. Voilà. Franchement, là, en tant qu'investisseur individuel, la probabilité que Goldman Sachs ou BNP soient au courant avant vous est quand même relativement forte. Je crois qu'on peut, on peut se dire ça. Même si vous êtes très informé, vous regardez, même si vous avez un Bloomberg à la maison, la probabilité est faible. Voilà. Donc, la probabilité que ça soit déjà intégré dans le marché est quand même forte. Donc, ça veut dire ça sur le stock picking, c'est-à-dire aussi sur effectivement le market timing. Donc, on ne sait pas si c'est haut, si c'est bas, etc. Donc, il vaut mieux acheter tout le temps et ne jamais se poser de questions. Voilà, ça, c'est un peu mon credo. Je sais que ce n'est pas très drôle, mais voilà, peut-être qu'on peut garder 1% de son portefeuille pour jouer. Voilà. Est-ce que va faire la Fed, etc. Moi, je ne suis pas capable de dire plus que Goldman Sachs si la Fed va augmenter ou baisser les taux et même l'impact, voilà. Totalement, on partage totalement le même point de vue. Ne parlons même pas du trading. Voilà. Et effectivement, a priori, un épargnant 3.0, hein, un investisseur moderne, enfin même à l'époque, hein, on ne se pose pas de questions, on investit régulièrement. Bon, ça, c'est pour la partie investissement. Si on retourne sur la partie risque, donc tu disais l'ETF, passif entre guillemets, qui réplique un indice, achète les actions. Bon, là, on est sur un type de réplication qui serait direct. Ouais. Du coup, il y a une autre peur qui émane d'une certaine partie de la communauté des investisseurs, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux ETF à réplication indirecte. Ouais. Qui, eux, ne détiennent pas nécessairement le titre qui est à l'intérieur de l'indice. Quid du risque de contrepartie, etc. Est-ce que tu peux un petit peu rentrer dans les détails et rassurer dans la mesure du possible? Bon, alors, déjà, ça me fait plaisir que tu utilises le mot direct et indirect plutôt que physique et synthétique. Mais bon, utilisons quand même le terme parce que c'est ça ce qui est utilisé en général. Donc, effectivement, comme tu le disais, la réplication
physique ou direct, c'est que tu achètes directement les titres, pardon. Pas tellement de sujets par rapport à ça, comme effectivement comme un fonds non coté classique. Voilà. Après, il y a la réplication qu'on appelle soit synthétique, soit indirecte. C'est pour différentes raisons qui sont assez techniques, de relations entre les différentes parties d'une banque, voilà, et aussi réglementaires, parce que c'est interdit aux États-Unis. On peut mettre en place des mécanismes qui fait qu'on achète un pool d'actions, des actions très liquides, et qu'on achète un produit dérivé en plus pour échanger la performance de ces actions contre la performance d'autres actions, en général, à un autre indice. Donc, on achète typiquement, par exemple, des actions françaises ou européennes très liquides, et ça permet d'être exposé grâce à un swap de performance à un indice américain, par exemple. Bon, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour faire que ça soit pas trop risqué. Bon, déjà, ça possède quand même des actions. Voilà, c'est pas un produit dérivé complètement. C'est juste la partie échange, le swap là dont on parlait tout à l'heure, qui est un produit dérivé. Donc c'est partiellement dérivé et c'est un tout petit montant. Et en plus, ce montant, comme tu le disais, il est assuré, voire surassuré, ça dépend des cas, en plus. Et c'est un montant qui est révisé, c'est un swap de performance journalier en général. Donc, finalement, le montant est très faible. Alors, oui, je ne dis pas que... Imaginons que, je prends, puisque tu parles de risque, allons jusqu'au bout et dis, voilà, l'émetteur fait faillite. OK ? Bon, bah, si un émetteur d'ETF ou de fonds fait faillite, si c'est un fonds vraiment, il y a d'autres produits cotés qui ne sont pas vraiment des fonds. Il y a les ETP non cotés, les ETC, auxquels on pourra en reparler si tu veux, mais il faut faire attention. Mais si c'est vraiment un fonds, c'est vous qui possédez le fonds, vous êtes actionnaire pour faire court, bah, vous allez vraiment avoir les trucs à l'intérieur. Après, s'il n'y a plus personne pour le gérer, que ce soit un fonds physique ou pas physique, c'est problématique quand même. Sur un fonds physique, c'est un peu moins grave parce que et qu'il est censé suivre un marché, un indice large, bon, il ne va pas se passer grand-chose parce que c'est le principe. Si c'est un indice un peu plus actif, bah, ça sera plus si actif que ça. Ça peut partir voilà, un peu n'importe comment. C'est vrai que si c'est un fonds à réplication indirecte, bah, s'il n'y a plus personne pour faire le reset du swap, là, pour gérer le truc, le risque que vous avez, c'est pas vraiment de perdre le truc, c'est que on ne sait pas trop quel indice ça va suivre, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, je vais le dire sincèrement, la faillite de votre émetteur, c'est pas pratique. Voilà, c'est pas pratique. Mais sachant que on prend les émetteurs bien connus, je sais pas, en France, Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole, etc. Si le Crédit Agricole fait faillite, c'est pas pratique non plus. Bon, voilà, il y a plein de choses dans la vie qui sont pas pratiques. Et effectivement, des grosses banques qui font faillite, c'est pas pratique. Après, c'est extrêmement régulé, suivi. Voilà, ça n'a rien à voir avec des acteurs de la nouvelle finance décentralisée dont tu as sûrement parlé. J'ai vu tes vidéos sur le sujet. Bon, voilà, ça n'a quand même absolument rien à voir. Ce sont des fonds où il y a une ségrégation qui sont suivis, etc. Bon, voilà. Et après, donc ça ces fonds à réplication synthétique, ils ont quand même une utilité, pas que pour le banquier. Ils permettent d'optimiser la fiscalité. Si vous regardez un petit peu dans le détail, vous verrez que sur certains indices, les fonds à réplication synthétique sont bien plus performants que les fonds à réplication directe. Voilà, il faut quand même le savoir. Hein ? Il faut creuser un petit peu le sujet. Il faut un peu creuser, ça se trouve. C'est pas sur des petits indices, c'est sur des gros indices. Voilà, je donne quelques tips. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a des gros émetteurs qui étaient très pro réplication directe, qui se mettent à la réplication synthétique. Voilà, vous pourrez chercher par vous-même, donc c'est peut-être pas pour rien. Voilà. Et puis, il y a quand même le coût du PEA, et que dans le PEA, ça permet de s'exposer à des indices internationaux européens. Et ça, c'est quand même... voilà, c'est imbattable.
c'est à faire pour moi absolument. En principe, le PEA ne permet pas. En Voilà, principe, les titres vifs, c'est l'espace économique européen, donc on ne peut pas investir aux États-Unis, on ne peut pas investir dans le monde. Là, avec les ETF à réplication indirecte, on peut du coup. De manière légale. Exactement. Et donc ça, c'est une opportunité que je pense qu'on ne peut pas louper. Voilà. Non. À la limite, on se dit, tiens, sur son CTO, sur son compte titre ordinaire, je préfère la réplication directe. Bon, je dis, faites comme vous voulez. Mais se dire, tiens, sur mon PEA, je vais m'empêcher d'utiliser la réplication indirecte, je trouve ça vraiment dommage, pour le coup. Voilà. Totalement. Et effectivement, donc tu as fait la mention des types de TP de manière générale, parce que souvent j'ai eu les questions, notamment quand le pétrole s'est cassé la figure en 2020, et il y a un futur qui est passé en niveau négatif, donc ça y est, je vais racheter le pétrole parce qu'il ne peut que monter. A priori, s'il est à moins 10, en principe, oui, il remonte. Et donc, on m'a dit, j'aimerais bien investir dans le pétrole, il y a des ETF sur le pétrole. Moi, je dis non, des ETF sur le pétrole, il n'y en a pas. Alors, sur le pétrole, à proprement parler, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails et des risques aussi que ça suppose, puisqu'on parle des risques par la même occasion? Ouais, alors effectivement, alors donc sur les matières premières de manière générale, effectivement, il y a des choses à regarder. Donc, quand on trouve un ETF matière première, par exemple pétrole, c'est pas un ETF matière première, quand tu le disais, c'est un ETF sur les actions de ce secteur, les pétrolières, etc. Déjà, donc ça, c'est pas super corrélé avec le cours en direct. Il y a une forme de corrélation, et encore, ça se regarde. C'est plutôt l'amont qui est corrélé, les entreprises de l'amont de la production, que les entreprises de l'aval, qui me semblent à peu près corrélées. Après, il faut regarder les effets de change, etc. C'est assez compliqué. Donc, la corrélation est quand même loin d'être, il me semble, facile à gérer. Donc déjà, si c'est un ETF, vraiment un fonds que vous possédez, c'est pas ça. Après, il y a d'autres fonds qui sont cotés. Enfin, il y a d'autres instruments financiers. Il y a les certificats, voilà. Et il y a les ETC, Exchange Traded Commodities. Ce sont des instruments financiers cotés qui permettent de s'exposer au pétrole, voilà, parce qu'on ne possède pas du pétrole comme ça. Après, la question, c'est justement, est-ce qu'on possède des barils ou pas? En l'occurrence, on ne possède pas de barils, mais dans la théorie, on pourrait, parce que sur l'or, on peut posséder de l'or. Mais sur les barils, en l'occurrence, on ne possède pas du baril parce qu'on n'a pas envie d'entreposer des barils de pétrole, c'est quand même pas super pratique. Et donc, on s'expose sur le marché à terme, le marché des futures. On se dit, tiens, je vais acheter un contrat du pétrole dans un mois. Le truc, c'est que quand vous faites ça, le 1 mois, il se rapproche, et si vous attendez trop, vous allez recevoir 3 millions de tonnes, 3 millions de barils. Ce qui n'est pas super pratique quand on est un fonds. Et puis, il va vous l'envoyer par Colissimo, là, votre bout de baril. Donc ça, c'est pas super pratique. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça arrive proche, on rachète le truc à 1 mois. Bon, c'est plutôt des fenêtres de 3 mois, 1 mois. Il y a toute une technique. Là, c'était pour expliquer. Et donc, on rachète des contrats à terme. Et les contrats à terme, déjà, c'est pas exactement la même courbe que le marché qu'on appelle spot, le marché à 0 jour de la matière première et du pétrole. Et le fait de faire ce qu'on appelle rouler sa position entraîne des différents effets qui font le contango ou le backwardation, qui sont soit positifs pour l'investisseur, soit négatifs. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais qui sont assez compliqués quand même à comprendre, et qui fait que ce n'est pas complètement corrélé, voire pas du tout corrélé au marché spot. Donc, c'est quand même des outils qui sont pas super faciles à manipuler si ils sont manipulables, voilà, par le grand public en tout cas. Voilà. Voilà, parce que notamment les contrats à terme sont aussi des instruments dérivés, donc qui provoquent du backwardation ou du contango. Bon, ça, chacun ira s'informer, mais parce que c'est quand même complexe, on ne rentre pas dans les détails. Mais voilà, à proprement parler, un ETF, comme un ETF action, sur les matières premières, ça n'existe pas. Non. Maintenant, je développe aussi les ETF, entre guillemets, sur les cryptos, etc. Donc, tu peux aussi, encore ETF, entre guillemets,
Donc, tu peux mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Le problème, c'est que les gens tombent dans le piège, ils comprennent pas la différence entre un créancier et un actionnaire. Voilà. Et donc justement, c'est exactement ce que tu dis. Donc ces produits, en fait, vous n'êtes pas actionnaire du produit comme dans un ETF. C'est l'émetteur de l'ETF qui vous êtes créancier, vous avez fait un prêt et il vous doit de l'argent. Donc en l'occurrence, si la personne qui a émis ce certificat, etc., fait faillite, bah, vous rentrez dans la loi des faillites. Alors après, il y a aussi, il ne faut pas exagérer, des mécanismes d'assurance, etc. Mais on a quand même intérêt à choisir des émetteurs bien connus, certifiés, etc., pour ne pas tomber de ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, c'est possible, mais il faut faire attention à ce qu'il y a vraiment dedans et aussi la forme qui fait que vous êtes créancier. C'est une obligation, en fait, plutôt qu'une action. Ça ressemble plus à une obligation qu'à une action. Donc, il faut faire, attention à ce genre de choses. Et juridiquement parlant, c'est pas du tout les mêmes conséquences, les mêmes mécanismes. Voilà. Et ça, c'est pas les certificats, mais ces produits cotés, c'est regroupé dans la terminologie qui s'appelle ETP, Exchange Traded Products. Voilà. Totalement. Voilà. Même si bon, dedans, il y a notamment les ETC, et il peut y avoir des ETN aussi, Exchange Traded Notes. Bon, voilà, il y a pas mal de formes différentes. Même si à titre personnel, comme Jack Bogle, que tu connais obligatoirement, il disait dans son livre, j'ai plus le nom, mais c'est un gros livre, qu'il n'aimait pas la terminologie produit quand on parlait de fonds, parce que ça faisait un peu produit que tu achètes au magasin, etc. Il préférait instrument, de manière générale. Bon, ça, c'est une aparté. Ouais, alors après, moi, sur la partie produit, je te donne un petit peu un teasing que j'espère gagner mon pari depuis longtemps. Moi, je dis, tu pourras retrouver mes interviews depuis 2015, je dis que Amazon vendra des produits financiers, dont des ETF et des bouts des ETF. Voilà. Donc, j'ai parié sur ça. C'est pas comme le grand pari de Warren Buffett sur les hedge funds. C'est un beaucoup plus petit pari, mais c'est mon truc. Et en fait, Alibaba commence à produire à distribuer des produits financiers. Donc, le pari est presque gagné. Voilà, donc bon, et il distribue des assurances santé aux États-Unis, il me semble, Amazon. Ouais. Donc, on n'est pas loin de la distribution de produits financiers au sens dont on parle là un jour. On en reparlera dans quelques années ou quelques mois peut-être. Ça va vite. Un autre risque aussi, vu que on parlait de faillite, etc., et on a évoqué le sujet tout à l'heure par rapport à la liquidité. Problème de liquidité, ouais. Risque de liquidité, et des ETF qui pourraient aussi répliquer des instruments ou des actions qui eux-mêmes ne sont pas liquides. En fait, qui rendent liquide un instrument qui à la base ne l'est pas nécessairement. Ouais. Et Arte, d'ailleurs, avait fait, dans son reportage, disait que c'était un risque, etc., etc. Bon, là, pareil, qu'est-ce qu'il faut en penser, quoi? Alors déjà, donc c'est une excellente question et un excellent sujet de préoccupation, et je pense que les investisseurs individuels, voire professionnels, se penchent pas suffisamment sur le sujet de la liquidité, parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe. Par exemple, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est pas le genre de truc qu'ils aiment aborder. Voilà. Mais je pense que c'est effectivement un bon sujet de discussion, et notamment pour comparer les actifs entre eux et les risques qui sont associés. Bon. Déjà, alors le mot liquidité, il a beau être utilisé souvent, il est quand même pas, même de façon académique, il n'est pas si facile à définir. Hein. Donc, c'est le fait de pouvoir sortir facilement d'un produit financier. C'est la façon dont je le dirais de façon triviale. Mais ça veut dire quoi facilement? Ça veut dire combien? Sortir 1 000 € ou 10 millions d'euros, c'est pas exactement la même chose. Et sortir, c'est sortir à quel prix? C'est à partir de quand est-ce que c'est un problème? Parce que finalement, vous sortez, mais on vous prend un markup de 30%, vous sortez. Voilà, est-ce que c'est un truc liquide ou illiquide? Bon. Voilà, donc j'aime bien remettre le côté définition pour savoir de quoi on parle. Donc déjà, pas fastoche de définir la liquidité, mais disons que c'est sortir facilement d'un produit financier et pour pas cher. Ça vous coûte pas trop cher en même temps. Donc oui, il y a des sujets sur la liquidité, les ETF en font partie, mais il y a ces sujets-là, ça touche tout le monde. En fait, le sujet ne touche pas du tout que les ETF.
Donc, on peut parler des SCPI, même des fonds en euros, pourtant que j'aime bien, et des fonds classiques. Et soyons tout à fait directs, si on compte le nombre de problèmes qu'il y a eu de liquidité sur les fonds cotés et non cotés, depuis l'invention des fonds cotés en 1990, je pense qu'il y en a eu beaucoup plus sur les fonds classiques non cotés que sur les ETF. Totalement. Hein. Voilà. Déjà, quand même, il faut remettre l'église au milieu du village qu'on a l'habitude de dire. Donc là, je vous laisserai faire vos recherches. C'est pas si difficile à trouver. Donc voilà. Parce que quand on suit le marché, voilà, c'est quand même moins risqué finalement de faire ça. Après, maintenant, les ETF font des trucs compliqués, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose non plus. Mais bon, force est de constater qu'historiquement, bon, c'est pas comme ça. Et tu le disais tout à l'heure, le sujet des enveloppes qui rendent quelque chose d'illiquide liquide, c'est un sujet des ETF, ça arrive, je vous donnerai des exemples, mais c'est un sujet qui n'est pas du tout que des ETF. Ça, c'est pas un bug, hein, c'est une feature, comme on dit dans l'informatique. Vous prenez les SCPI, même si les SCPI ne sont pas un truc super liquide, puisque même si même les SCPI à capital variable, vous pouvez les vendre et les acheter régulièrement, ça vous coûte... bon, ouais, c'est pas, vu les frais de sortie et d'entrée, c'est pas ce qui est recommandé, mais pour le coup, vous pouvez. Mais ça coûte cher, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça coûte cher. Bah, une SCPI, c'est quand même plus liquide qu'un immeuble. Totalement. Donc, ça arrive tout le temps, en fait, des instruments financiers qui sont plus liquides que qu'on appelle le sous-jacent, ce qui est à l'intérieur. Et c'est vrai que pour certains ETF, c'est le cas. Donc, les ETF obligataires, c'est souvent le cas. Parce que autant le marché des obligations, donc on parle souvent des ETF actions, mais il y a des ETF obligations, et le marché des obligations est vraiment très différent du marché des actions. Vous prenez, je vous donne plusieurs exemples. Allez voir, par exemple, sur, je sais pas, LVMH. LVMH, c'est une action. Vous allez sur investor.lvmh.fr ou .com, je ne sais pas. Vous regardez la liste des obligations. Mais il y en a des dizaines. Donc, ce n'est pas du tout le même marché. Et c'est-à-dire que c'est un marché qui est beaucoup moins... il se passe beaucoup moins de choses. Quand on fait des dizaines, il y a beaucoup moins d'échanges. Le marché des obligations, c'est du marché de gré à gré souvent aussi. C'est beaucoup moins liquide. Donc, dès qu'on fait un produit financier sur les obligations, eh ben, il y a un sujet de liquidité. Et l'ETF, qui est un instrument qui peut s'échanger constamment, eh ben, il est beaucoup plus liquide que les obligations sous-jacentes qui parfois, il peut ne pas y avoir des échanges pendant un mois. Mais donc oui, ça arrive et c'est une feature. Et souvent, c'est ce qui se dit, c'est que l'ETF donne une valeur des sous-jacents qui est plus juste que la valeur des sous-jacents en bourse, parce qu'en en fait, il n'y a pas eu d'action d'échange pendant un mois, et comme j'ai dit tout à l'heure, le cours, il ne change pas tant qu'il n'y a pas d'échange. Mais comme l'ETF, donc si on regarde l'obligation individuellement, on croit que ça n'a pas bougé, alors qu'il y a eu une crise entre les deux, mais l'ETF qui est changé en direct, en fait, lui, vous êtes sûr, pratiquement, qu'il est collé au vrai prix du marché, et donc il y a un prix beaucoup plus juste. Voilà, donc j'ai donné l'exemple des obligations. Ça arrive aussi que sur les marchés actions, par exemple le marché égyptien, il était fermé pendant un certain temps, et l'ETF a continué à côté, et il a fait ce qu'on appelle du price discovery. C'est lui qui a aidé à définir le prix du sous-jacent qui était fermé. Et ça arrive, je ne dirais pas régulièrement, mais c'est possible. Donc c'est quelque chose à connaître. Est-ce que c'est un risque ? Oui, comme sur les autres produits. Bien sûr que vous achetez une SCPI et que le marché des immeubles il est bloqué, et la SCPI, même si elle est en théorie, elle doit pouvoir vous rembourser tout le temps, elle va avoir du mal. Voilà. Moi, j'ai lu récemment, là, j'ai vu je me souviens plus du nom, je le donnerai. Voilà, un énorme fonds immobilier justement où les redemptions ont été, je sais pas si c'est au courant, là, c'est sorti hier, je crois. Les redemptions ont été bloquées. Là, un des plus grands fonds de Blackstone, je crois, je ne vais pas donner de nom, etc. Donc, oui, ça arrive. Voilà. Donc, il faut quand même regarder le sous-jacent. C'est comme tout, il faut s'intéresser à ce qu'on achète. Les ETF, les CPI, les fonds en euros. Un minimum, il faut se renseigner. Après, si on fait de la gestion passive, une fois qu'on est lancé, une fois qu'on est compris, ça ne prend pas trop de temps. Mais au démarrage, il faut un minimum s'intéresser.
c'est comme tout. Avant de faire quelque chose, on essaie de comprendre ce qu'on fait et ne pas le faire tête baissée. Sinon, ça fait comme FTX, les cryptos. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime bien mettre l'accent dessus. En tout cas, les risques dont on parle, c'est pas des risques inhérents aux ETF. C'est des risques qui peuvent apparaître dans d'autres catégories d'actifs, d'autres instruments, etc. Toujours est-il qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a le Financial Times, je crois que je t'avais envoyé le lien sur LinkedIn, qui a montré qu'effectivement, la gestion passive prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on voit que les encours sous gestion dans la gestion passive augmentent au détriment de la gestion active. Problème ou pas, justement, je voulais te poser la question dessus, puisqu'il y a eu d'ailleurs le reportage sur ce sujet, donc toujours de Arte, notamment aux États-Unis, ça va beaucoup chez BlackRock. Alors BlackRock, on n'aime pas, il y a eu beaucoup de débats, notamment avec les retraites en France. Là n'est pas le sujet, on ne fait pas de politique, rien. Quel est selon toi l'unique, on va dire vraiment le risque qu'il peut y avoir aujourd'hui avec les ETF, et notamment dans le cas de BlackRock, puisqu'on est en train de parler de cette entité-là? Alors, moi, je ne sais pas si c'est le risque des ETF, mais en tout cas, effectivement, je suis d'accord avec toi, l'élément de discussion majeur, c'est sur la gouvernance mais c'est la gouvernance de l'asset management, de la gestion d'actifs, parce que BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs, et ils font aussi de la gestion active. Et le problème, c'est pas qu'ils fassent de la gestion passive et des ETF. Le problème, c'est qu'ils ont énormément d'encours. Et il y a donc le sujet de si BlackRock détient, vu que la gestion d'actifs, c'est quand même un peu winner takes all, donc tout va chez BlackRock et Vanguard, pour faire court, et le troisième, plus ou moins, quoi, aux États-Unis en tout cas. Donc, effectivement, comme ils ont le vote aux assemblées générales, ils ont un pouvoir extrêmement important. Et effectivement, dans le reportage d'Arte, ils en parlaient. Après, le truc, c'est que dans le reportage d'Arte, les chiffres étaient complètement faux. Bon, le sujet était, et pourquoi pas, mais les chiffres étaient complètement faux. Voilà. Bon, il y a tout qui est mélangé aussi. Tu te dis, mais je sais pas qui c'est qui a fait le reportage, mais là, en finance, c'était pas ça. Non, ouais, il y avait des preuves de finance intégrées. Je dis, tiens, soit ils les ont coupés au montage au mauvais moment exprès, soit je sais pas quoi. Alors, écoute, j'ai sous les yeux là, on voit pas, j'ai mes petits papiers quand même, j'ai préparé. Qu'est-ce que je peux te dire sur le sujet? Moi, je pense que c'est un vrai sujet, mais qui est quand même plus important aux États-Unis qu'en Europe. Tout à l'heure, j'ai dit que par exemple, le taux d'emprise des ETF, c'était en 2017, ça a augmenté, même si on dit que ça a doublé, il était de 1%, et même il est passé à 2%. C'est pas extrême. Mais allez voir par vous-même, vous prenez. Alors, il y a deux façons de faire. Allez voir les actionnaires des entreprises que vous connaissez, vous prenez les plus grandes et vous allez voir. Si vous tapez Total actionnaire, soit vous allez aller sur le site d'Investir, de ABC Bourse, etc. Vous allez trouver les actionnaires. Après, c'est pas toujours bien présenté, etc. Soit sur le site de l'entreprise, parfois ils ont des infos. Je suis allé voir sur le site de Total, par exemple, et je retrouve pas effectivement nécessairement le petit, mais voilà. Total, ils sont à BlackRock, ils sont à 6%. Ok, sur Total. Vanguard, c'est petit en France, quand même, donc ils vont être, je pense, beaucoup plus petits. Il va sûrement y avoir du Amundi, surtout qui a fusionné avec Lyxor, du WS, etc. Voilà, des gros asset managers européens aussi, mais voilà, on va peut-être monter à, je sais pas, 10-12%. Aux États-Unis, aujourd'hui, les trois plus gros, ils sont à 25%. Okay, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, que j'ai relu là, justement récemment. Et il y a aussi même un article de Trésor de économie.boost.fr du Trésor Eco de mars 2022 qui a fait un point là-dessus. Donc, et c'est vrai que c'est un bon sujet. Donc, c'était aux États-Unis, il y a un an, je crois, 20% d'actionnariat et 25% de droits de vote. C'est toujours un petit peu différent, les droits de vote, les actionnariats, etc. La question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas la majorité, mais si on trace le trait, ils étaient à 5% en 98 et à 13%, si je lis bien, en 2008. Donc, c'est l'augmentation. Si on tire le trait à 10 ans,
Ça peut faire beaucoup et ça peut être effectivement inquiétant. Donc, c'est un vrai sujet. Et moi, ça aussi, c'est un autre truc. Du coup, j'ai parié contre des gens et je me suis lancé dans l'avenir. Toujours, je dis, moi, je suis sur l'analyse historique, le côté académique, mais parfois, je me lance sur le projectif, sur la boule de cristal. Alors que, en tout cas, sur les marchés, j'ai pas de boule de cristal. Je préfère me lancer sur l'avenir de la gestion d'actifs. Ça m'amuse plus que sur les marchés où je. A priori, t'as moins à perdre que d'investir et d'essayer de prévoir avec une boule de cristal. Au pire, si Amazon ne le fait pas, ça me coûte rien. Ça me va bien. Donc, l'autre truc que j'avais lancé, c'est que j'ai toujours dit, je ne vois pas pourquoi on déléguerait la gestion et le pouvoir de décision en assemblée générale. Pourquoi est-ce que ça va ensemble? Moi, j'ai toujours dit, je ne comprends. Il n'y a pas de raison. Il peut y avoir des raisons techniques, mais philosophiquement, c'est pas parce qu'on dit tiens, achète-moi 3% de Apple qu'on dit à BlackRock, attends, vote pour moi, qu'on soit pour le SG, pour le nucléaire, pas de nucléaire. L'autre jour, j'avais interviewé effectivement Goodvest sur ma chaîne qui traite de l'investissement ESG, et c'est une question que j'aime bien poser quand on parle de ESG. On peut être écolo et pro-nucléaire et anti-nucléaire. Donc finalement, on se dit on veut défendre la planète, on a deux trucs. Donc comment est-ce qu'on vote en assemblée générale? Qu'est-ce qu'on délègue? C'est pas évident comme réponse. Et donc tout le monde peut avoir un avis sur comment voter en assemblée générale et pas nécessairement le déléguer à BlackRock, Vanguard ou à Mundi. Et donc, ça fait extrêmement longtemps que je dis ça. Et jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas vraiment de réponse à ça. Qu'ont fait historiquement les gros asset managers, notamment les gestionnaires passifs comme Vanguard et BlackRock, c'est qu'ils ont documenté très fortement la façon dont ils votaient. Alors qu'il y a quand même plein de gestionnaires qui ne documentent pas comment ils votent. Donc, on voyait qui votait et comment est-ce qu'ils votaient aux assemblées générales. C'est extrêmement documenté. Donc, c'est ce qui se passait jusqu'à récemment. On était d'accord ou pas d'accord sur la façon dont ils votaient, mais au moins, on avait une clarté. Et maintenant, ce qui est en train de sortir, ce que j'attendais, c'est ce qu'ils appellent le proxy voting. Donc voilà, c'est que il faut inventer une manière que, quand vous êtes actionnaire, vous puissiez émettre votre avis, en fait. Et maintenant, avec la technologie, on doit bien trouver des solutions pour faire ça. Et voilà, donc c'est en train de sortir. Aujourd'hui, c'est en train de sortir pour les investisseurs institutionnels, mais peut-être qu'un jour, j'espère, je le souhaite, les investisseurs individuels pourront faire quelque chose. Évidemment, ils pourront, quand on est actionnaire d'un ETF MSCI World, c'est 1600 sociétés, on ne va pas éplucher toutes les assemblées générales, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose à inventer pour séparer la délégation de la gestion et la délégation du pouvoir de l'actionnaire de voter en assemblée générale. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet qui est sur la gestion active et sur la gestion passive, mais c'est un vrai sujet de débat qui est hyper intéressant, philosophique et sociétal. Totalement. Et effectivement, aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas inhérent aux ETF. Dans l'absolu, si on avait un gestionnaire actif qui avait autant d'ampleur en termes d'encours sous gestion que BlackRock, ça serait le même problème. Donc, c'est pas inhérent aux ETF. Et d'ailleurs, j'avais lu un article des Échos qui disait que BlackRock commence à proposer à certains gestionnaires de pouvoir intervenir et de dissocier les droits financiers des droits politiques par rapport au fait qu'ils sont actionnaires, etc. Donc, on voit que ça évolue et donc le futur te donnera encore très probablement raison. Ouais, je sais pas quel nom ils ont donné chez BlackRock. Je me souviens un peu. J'avais lu dans l'article, mais je me souviens plus comment ils appelaient. Mais effectivement, ah oui, voting choice. Voting choice. Okay. Ouais, voting choice. Moi, j'appelle ça le proxy voting. Hein, voilà, c'est ça qui était historiquement, mais voilà, ils ont nommé ça. Hein. Effectivement. Et donc, j'espère que ça va arriver effectivement chez les investisseurs individuels, d'une forme ou d'une autre. Je pense que ça arrivera parce que ça rentrerait dans la gestion ESG, puisque environnementale, sociétale et gouvernance. Et là, c'est typiquement un problème de gouvernance. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça va évoluer. Et là, je te rejoins sur tes prévisions. On verra bien. Je pense qu'on a fait le tour des risques. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, alors,
un petit, je dirais, conseil, parce que je reviens sur le sujet de la liquidité, qui est un sujet qui me passionne et qui est extrêmement compliqué. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, comme certaines choses. Et on fera un sujet liquidité. Ah ouais, ça j'aimerais bien. Alors, il y a 2 sujets qui me passionnent, que j'ai beaucoup approfondi dans certains de mes écrits, notamment dans ma formation aussi, mais bon. C'est le sujet liquidité et le sujet risque, parce que je pense qu'aussi le risque, c'est quelque chose de difficilement définissable, que tout le monde perçoit d'une certaine façon, et la volatilité est clairement pas synonyme, pas l'unique définition du risque plutôt. Voilà, il n'y a pas un pour un, donc il y a un sujet très important. Et sur la liquidité, ce que je voulais dire, c'est que faut faire attention à la différence entre la liquidité apparente et la réelle liquidité. Donc, ce qui est vraiment important en liquidité, et c'est un peu contre-intuitif, c'est pas nécessairement les volumes sur le marché d'échange des ETF, surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Surtout en Europe, c'est la liquidité du sous-jacent. Si vous êtes sur un ETF S&P 500, il y a quand même beaucoup plus de chances d'être plus liquide que sur un ETF biotech taïwanais. Voilà, ou microchips indien. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis un grand fervent des indices larges aussi, pour plein de raisons, mais notamment pour cette raison aussi. Voilà. Donc, je voulais ajouter ça, ce petit tips en plus. Voilà. Ah ouais, c'est super important. La liquidité se pose de toute façon dans quel que soit l'investissement, qu'il s'agisse d'immobilier, de crypto aujourd'hui, puisqu'on parle aussi de crypto, d'ETF, d'actions, d'obligations, etc. Pour conclure, Attends, j'ai un autre truc. J'ai un fun fact que j'aime bien. Les ETF, ils ont été quand même inventés à la suite du crack de 87. Parce que j'ai récemment documenté, etc. Tout le monde ne le sait pas. Justement, pour contrer le crack, c'est les autorités qui se sont dit, tiens, ça serait génial d'inventer un produit qui mélange plein d'actions pour acheter un panier d'actions et pour que ça engendre pas les problèmes qu'on a vus. Donc, c'est quand même venu pour régler un problème de liquidité, je dirais presque. Donc, c'est quand même assez génial, ce concept. Voilà. Et c'est dommage que ces détracteurs, en fait, cherchent tous les moyens de casser les ETF. On a même eu d'ailleurs, je ne sais plus les noms, de personnes qui nous disaient c'est anticapitaliste, c'est contre le marché. Bon, je ne partage pas du tout ce point de vue, mais je trouve que c'est un peu malhonnête. Écoute, je te remercie. Avant de terminer, je pose chaque fois la question, est-ce que tu aurais une citation et 3 livres à recommander? Alors évidemment, hormis les tiens, qui seront en description, pour les personnes qui veulent investir et se documenter sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Ouais, alors écoute, il y a une citation on cite pratiquement toujours Warren Buffett. Bon, alors je vais pas faire très original, mais peut-être dans la citation et dans mon analyse de la citation, peut-être un petit peu plus décalé, mais parce que j'ai dit, voilà, c'est un père de la gestion aussi passive et active. Donc voilà, et moi aussi, je suis pas par principe opposé à la gestion. Voilà, je suis active. Voilà, je cherche ma voie et voilà. Dans l'absolu, si on creuse vraiment les ETF, les gestionnaires d'ETF sont aussi d'une certaine manière actifs. Donc voilà, il faut pas opposer. Et on a besoin des gestionnaires actifs. Et voilà. Et quand on évalue, enfin bon, ça se mélange quand même. Voilà, il faut le dire. Donc c'est pour ça que j'aime bien Warren Buffett. Et il a dit que sa fortune venait d'une combinaison, je le traduis en même temps, d'être né aux États-Unis, d'avoir des lucky genes, des gènes favorables, et les intérêts composés. Alors j'aime bien cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a le sujet des intérêts composés. Et effectivement, si vous regardez d'ailleurs un graphe de sa fortune, vous allez bien voir l'effet des intérêts composés. Bon, et aussi de sa gestion performante. Voilà, il n'y a pas de sujet. Mais aussi, ce que j'aime bien, et ça fait écho à d'autres gens dans l'investissement, etc., c'est quand même le côté chance. On peut mettre plein de choses de son côté, mais il ne faut pas... Et c'est aussi les gens qui réussissent dans la vie, qu'on porte au nu, les grands entrepreneurs, etc., il y a un côté chance. Je pense que je fais référence aussi quand même à des écrits de Taleb qui parlent beaucoup de ça. Et qu'on s'intéresse un petit peu aux statistiques, on s'aperçoit que c'est pas parce que vous avez réussi 2 ou 3 coups que ça veut dire que vous êtes un génie. Ça veut dire que vous avez réussi 2 ou 3 coups.
Voilà, je pense à certaines personnes dont tu as parlé d'ailleurs dans cette vidéo qui ont dit certaines choses anti-ETF, voilà, qui ont reçu un coup génial qui a été documenté, qui est passé en film et très bien pour eux. Mais voilà. Et Warren Buffett, il a l'intelligence de dire que voilà, sa réussite, c'est pas d'être un génie que ça. Et voilà, il est né aux États-Unis, il le dit bien. Il a dit cette citation. C'est un écrit, je pourrais te retrouver la référence si ça t'intéresse, au moment où il a fait des donations, des choses, etc., justement pour, voilà, et il dit, voilà, moi j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, c'est une chance, je sais plus combien sur X, voilà, c'est pas grave. Et Lucky James aussi, bon, il est pas débile, je pense. Voilà, donc c'est un mélange de tout ça, et voilà, et la vie, la réussite, c'est plein de choses, on peut mettre plein de choses de son côté, mais c'est ça, et il faut gérer l'incertain. Et l'investissement, c'est gérer beaucoup l'incertitude. Donc, je trouve, alors j'ai pas le temps trop d'en parler, c'est une phrase qui est assez profonde, je trouve, et humaine. Voilà. Et le côté intérêt composé, voilà, pragmatique en même temps. Donc, j'aime bien le côté philosophique et pragmatique en même temps. Ça touche un peu tout, là. Voilà. Et alors, sur les livres, écoute, oui, j'ai plein de livres à proposer. Plein. Tu me les donneras après quand on aura terminé. Ouais, c'est ça, si tu veux. La liste. Alors, j'en ai pris 3 assez différents pour qu'ils soient différents sur différents thèmes. Voilà. Donc, le premier, si on le voit dans le bon sens, c'est sur l'investissement behavior, comment on dit en français déjà comment ça s'appelle? Tu as dit behavior. Ouais, behavioral investing. Le comportement. Voilà, exactement. Je te remercie. J'ai eu un petit problème de traduction en live. Voilà, donc sur l'investissement comportemental, voilà. Donc c'est un sujet extrêmement important. Tu l'as dit tout à l'heure, la gestion des émotions, c'est vraiment un sujet hyper important. Donc il y a la version longue et il y a ce petit bouquin qui est super facile à lire, à l'américaine, plein d'anecdotes, voilà, super sympa. James Montier, bon, j'adore. Après, il écrit des trucs beaucoup plus longs aussi, beaucoup plus difficiles à lire, mais celui-là, il est facile à lire. Je ne suis pas sûr qu'il a été traduit en français. Je ne suis pas sûr qu'il se trouve encore en français. J'ai regardé là sur, il n'y a pas. Bon, il y a d'autres livres sur le behavioral investing, mais il n'y en a pas beaucoup en français, je dois dire. C'est dommage. Ça, facile à lire, et pour moi, indispensable. Voilà, indispensable. Alors. T'as vu Là, ça. Roulement de tambour. Voilà. Alors, c'est un peu l'opposé, mais j'ai dit que je donnais à boire et à manger pour tout le monde. Donc, facile à lire pas fastoche à lire. Donc, ça, je vais le montrer. Ah, c'est là. Voilà. On voit bien. Donc, tu vois bien le titre, etc. Donc, ça fait combien ? Il fait un peu plus de 500 pages en écrit en très petit. C'est l'histoire de la finance depuis l'invention de l'humain. Voilà. Hyper bien documenté. Les Romains, comprendre les taux d'intérêt, comment est-ce que c'est né, comment est-ce que sont nées les entreprises. Comment est-ce qu'est née la gestion passive et on s'aperçoit que la gestion passive, en fait, ce qu'on raconte là, ça existe depuis 1850. Bon, voilà. On apprend ça, que c'est Bachelier qui a inventé ça, et voilà. Et de voir à quel taux les Romains empruntaient, voilà, que la finance a été inventée avant l'écriture, que des plein de choses comme ça. L'anecdote. Bon, c'est un peu long. C'est hyper bien documenté, mais moi, je pense qu'il y a, franchement, sur la finance, bien sûr, il y a les produits financiers, la fiscalité, etc. Mais il faut s'intéresser à la finance comportementale et il faut s'intéresser à l'histoire de la finance. C'est absolument indispensable. Alors là, c'est un peu la version extrême. Hein. Pour s'intéresser à l'histoire de la finance, il y a des moyens peut-être un peu plus simples, de se focaliser sur le XXe siècle. Voilà. Il y a par exemple Stocks for the Long Term de Jeremy Siegel qui est beaucoup plus simple à lire. Ouais, il y en a d'autres. Mais celui-là, alors il y a quelques anecdotes pour faire bien dans les dîners qui sont pas mal. Il y a 2 façons d'être bon dans les dîners. Il ne faut pas dire qu'on investit en ETF et qu'on est moyen. Il faut dire qu'on a une holding, hein, quand même, à l'IS. Ça, c'est beaucoup plus classe. Et je vous donne un autre conseil pour vos dîners. Vous dites que vous êtes en train de lire ça, que vous l'avez fini, que c'est vachement intéressant. Ouais.
Donc c'est le deuxième. Ça, c'est les autres tips. Et alors le troisième, c'est pareil, moi je l'ai en version numérique. Je suis pas sûr qu'il existe. Je suis vraiment désolé, j'ai que des bouquins en anglais. Moi, j'ai C'est pas non plus, en 101 ans français, j'ai très peu aussi. d'optimisme. Alors attends, comment c'est le vrai titre? Donc c'est l'histoire de la finance, effectivement, des marchés financiers, surtout actions, depuis 100 ans, et qui explique qu'ils ont vachement progressé depuis 100 ans. Voilà, Triumph of the Optimist, 101 ans d'investment return. Et pourquoi je le dis? Alors il y a le livre qui est sorti il y a quelques temps déjà, parce que ils ont commencé en 1900, donc plus 101, donc ça fait un bout de temps qu'il est sorti. Mais ils sortent une actualisation soit extrêmement documentée et payante, soit un summary au Credit Suisse, c'est Credit Suisse Global Investment Return, qui est gratuit, avec à la fois des stats et des sujets de fond vraiment justement sur l'historique, et c'est gratuit. Et franchement, si vous vous intéressez à l'investissement passif de long terme, académique, documenté, et vraiment investir selon ce qu'on appellerait l'evidence-based investing, vraiment selon ce qui a été vraiment documenté par la science, c'est absolument à lire. C'est gratuit, ça change chaque année, c'est indispensable. Pas nécessairement hyper facile à lire, mais ça se lit quand même. Voilà, donc c'est le troisième truc, parce que c'est top, et en plus, c'est gratuit. Donc voilà mes trois sélections. Très bien. Tu me passeras les liens, comme ça je les laisserai en description aussi de la vidéo, en plus des tiens et de ton site internet. Je te remercie. Merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Super question. Et puis à très vite. À très bientôt, au revoir. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.